Batata, Bamama, Bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Nous sommes ravis d'être accueillis une fois de plus dans vos maisons. Nous voici avec le panel qui est à votre service. Monsieur Pasteur Bobo Koyamba ici à ma gauche, Monsieur Cornelis Landou à ma droite et à l'extrême droite, Monsieur Baudouin Amba Wechi. Et vous les connaissez tous, chacun dans leur maison d'édition, congoindépendant.com pour M. Amba, Onesha Africa pour M. Landou et micro du pasteur Bobo pour le pasteur Bobo. En ce jour, nous sommes à 5 mois, 2 semaines et 6 jours d'occupation de Bunagana et les conflits continuent, l'insécurité continue dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous nous approchons aussi des échéances électorales. Comme vous le savez, le calendrier a été publié. Nous allons entrer en profondeur dans ces 2 points tout à l'heure, mais avant tout, je vais laisser à chacun des experts ici nous parler des 2 dernières semaines ou de la semaine écoulée et des points d'actualité qui ont retenu leur attention. Alors on va procéder dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Pasteur Bobo Koyamba, qu'est-ce qui a retenu votre attention ces derniers jours? Il y a beaucoup de dossiers. Merci beaucoup Patrick Hugo. Il y a beaucoup de dossiers, mais je commençais par Maître Gims. Maître Gims avec Kouagame, un clip qui vient de sortir, qui a bousculé le monde des médias internationaux et où il fustige directement Kagame, Kouagame. Un jeu de mots en même temps. Il fait un jeu de mots, mais c'est clair qu'on comprend que c'est le Rwanda, c'est Kagame qui massacre au Congo. Et ça tombe bien au niveau du Congo. Au niveau du Congo, Kagame est pointé aussi du doigt, au niveau du pays, au niveau du gouvernement. Ça tombe très bien, même ici dans la diaspora congolaise, où on demandait aux musiciens congolais de faire quelque chose. Les musiciens congolais ne savaient pas où commencer. Maître Gims, comme il est ambassadeur aussi, ambassadeur de la culture congolaise, il a montré des choses. Et il est de nationalité congolaise parce que d'aucuns pensent qu'il est français, mais non, il est toujours congolais. Il montre le chemin, on dit respect ou du chapeau, mais il n'est pas. Ne coûtera plus un dirigeant qui redistribue les biens d'autrui. On a un coup de combat. Bienvenue dans mon monde à moi. Je suis porte la chapelle, pas cramé. Dans le rétro, je vois 3 camés. Je suis concentré, je pense qu'à gagner. Kagame rime avec Kouagame. Kagame, le président rwandais, et Kouagame. Oui, j'en parle, c'est assez brutal, c'est assez violent, mais j'ai trouvé que c'était la meilleure façon d'attirer l'attention sur ce qui se passe au Congo maintenant depuis 30 ans, notamment à l'Est, dans le Kivu. On parle de plusieurs millions de morts. J'ai même pas envie de donner le chiffre, parce qu'à l'heure où on parle, il y a encore des coups de feu, il y a des femmes violées, il y a des enfants massacrés. Ça se passe à l'Est du Congo, notamment pour l'or, le coltan et tout ce qu'on connaît. Et le Rwanda a une grande part de responsabilité là-dedans. Donc j'ai voulu attirer l'attention avec ma musique, dans mon album, vu qu'aucun média va m'inviter pour parler de ça ou quoi que ce soit. Donc j'en parle dans mon album. Ben là c'est fait. Voilà. Et le message est passé. Il y a aussi Bukaku. Bukaku, c'est un phénomène qui, avec les joueurs sénégalais, il faut un signe pour montrer qu'ils ont tué au Congo. Mais c'est pas ce mondial, un Sénégalais qui marque un but et qui parle du Congo, ça fait le buzz. Si je peux commencer, je commencerai par là. Deuxième dossier, c'est bon, bien qu'il y a, là, ça sera, on va en parler aujourd'hui. Nous irons dans les 2 points principaux, mais alors à loisir tout à l'heure, juste les éléments d'actualité qui vous ont vraiment frappé. On voit Patrick Mouya qui répond à Kagame. C'est-à-dire le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la Qui répond à Kagame, je crois, au nom de Tshisekedi.
Ce que j'ai aimé, bon, bien que je critique souvent Mouyaya, depuis qu'il a fait une photo avec Kagame, je ne considérais pas vraiment. Mais j'ai il venait d'entrer en fonction, bon, il commençait à avoir des chefs d'État, c'est peut-être ça aussi. Oui, mais il avait beaucoup en France. C'était pas que Kagame. Mais quand je vois, il a connu quand même, il a codié, c'est le dernier pays au monde où il y a la démocratie, est-ce qu'il y a la liberté d'expression, est-ce qu'il y a, c'est pas à Kagame de nous donner des leçons. Là, j'ai dit, ça commence à aller. Ça commence à aller. Donc, est-ce que c'est le début du divorce, c'est la séparation, c'est... On va voir, mais je crois que la séparation, si le gouvernement Tshisekedi se sépare... N'entrons pas tout de suite dans le dossier, on va rester dans les points d'actualité pour être sûr qu'on va aller vraiment dans les détails, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Monsieur Nando, avez-vous quelques points? Je reviens avec vous, on va faire 2 points chaque fois. Monsieur Nando, avez-vous 2 points, je vais le préciser, qui auraient retenu votre attention ces derniers jours concernant la République démocratique du Congo ou même au-delà? Oui, merci beaucoup Yogo. 2 points, c'est un peu trop. Il y en a un plutôt qui a retenu mon attention. Le deuxième peut-être viendra... même si c'est un seul point, c'est bien aussi. Oui, avec le fil des débats. C'est plutôt l'arrestation de Wakwenda, Victor Wakwenda de l'UDPS, qui a été arrêté. Ici, je voudrais un peu, nous en avons parlé, un peu parler de la liberté de la personne humaine. Il faut dire que la Constitution consacre la liberté du citoyen. Il y a la liberté d'expression, la liberté d'association, ainsi de suite. Et le code pénal qui dit que la liberté est la règle. Et l'arrestation et la détention, l'exception. Alors, j'ai été sidéré par l'arrestation de Wakwenda. Vous pouvez juste nous rappeler sa fonction dans le parti politique présidentiel? Il est secrétaire général adjoint, quelque chose de pareil dans l'UDPS. Et il a été arrêté pour avoir incité un groupe de militants de l'UDPS à désavouer le secrétaire général de l'UDPS. Alors, dans son discours, il dit que le pays est mal géré. Et avec cette affirmation-là, ils ont monté un dossier, ils l'ont arrêté, et le même jour, il était à Makala. Le jour même où il a prononcé ces mots, il s'est retrouvé privé de liberté. On lui a privé de liberté, on l'a amené à Makala, c'était le 21 novembre, et il a passé la nuit là-bas. Le lendemain, il a bénéficié d'une liberté provisoire. Mais ce n'est pas seulement le seul cas. Il y a eu une manifestation à Goma la semaine dernière, au début de cette semaine. Il y a eu une manifestation, la population manifestait contre l'occupation rwandaise à l'Est. Et tous les journalistes qui étaient sur place ont été embarqués. Et ça pose quand même un certain problème de liberté dans notre pays et de démocratie, parce que enfreindre ce principe de liberté, c'est enfreindre le premier principe de démocratie. Merci. Merci beaucoup, M. Nando. Nous retenons évidemment que la liberté est un des droits fondamentaux pour les êtres humains, et particulièrement en République démocratique du Congo, d'autant plus que c'est constitutionnalisé. Monsieur Amba, avez-vous quelques points, 2 au maximum, qui auraient retenu votre attention ces derniers jours? Moi, j'ai un seul sujet. La semaine dernière, c'était au cours du week-end, le quotidien bruxellois, La Libre Belgique, a fait une recension d'un livre que le neveu de Philippe de Dieu-le-Veut a sorti. Je ne sais pas si Patrick Yogo peut avoir une idée de Philippe de Dieu-le-Veut. Je le connais très bien. D'abord, je suivais ses émissions d'aventure, et lorsqu'il a disparu en République du Zaïre, j'étais sur place, entre guillemets. Voilà, donc ce neveu avait publié en 2020 un livre, titre Noyade d'État. Et en 2022, il vient de publier une version augmentée, toujours sous le titre Noyade d'État. Sa thèse, c'est que son oncle, Philippe de Dieu-le-Veut, a été assassiné par des éléments de la garde présidentielle de Mobutu, et non mort par noyade. Donc il conteste la thèse officielle de noyade
Pourtant, c'était la thèse que les Français, à Paris, et les Zaïrois avaient adoptée, parce que c'est un fait. Alors, là où je trouve bizarre, si je peux dire, c'est que plusieurs journalistes ont été utilisés pour faire triompher la thèse d'assassinat. Il y a eu d'abord une Française là, Anna Miquel, du trimestriel 23. 23, ça s'écrit XX, pardon, 21, XX1. Elle dit, je tiens la preuve que de Dieu le veut a été assassiné. PV d'audition, soi-disant, fait par quelqu'un de la garde de la DSP, mais le malheur, c'est que la signature de Dieu le veut a été scannée et l'Obs, le nouvel observateur, a découvert que c'était un faux. Elle a acheté ça à Kinshasa, $150. Décrédibilisé sur le... Oui. Et puis il y a Mme Colette Brackman, dans le soir, qui dit Philippe de Dieu le veut avait contacté le président Mobutu pour lui dire son projet d'aller traverser les rapides d'Inga. Et le président Mobutu lui a dit je ne pourrai pas garantir votre sécurité. Mais là où le bas blesse, c'est que ce soit Alexis de Dieu le veut, Anna Miquel du trimestriel 21, Colette Brackman, tous ont éludé un fait, à savoir que en juin 1984, Philippe de Dieu le veut avait fait une émission Chasse au trésor chez nous, et particulièrement dans la province du Bakongo, Bazaïr à l'époque. Et c'est un pilote de la force aérienne zaïroise qui l'avait conduit dans un hélicoptère à Alouette. Donc ils ont tout à fait éludé cette partie. Et ils ont éludé aussi le fait que l'équipe de Philippe de Dieu le veut était composée de 9 personnes. Mais en dernière minute, 2, un certain Amblard et un certain docteur Gourasso, ils ont dit c'est trop dangereux, nous on ne part pas. Ils sont restés sur les berges, dans une, ceux qui ont l'habitude de connaître le Bas-Congo, les îles aux hippopotames. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'est un peu en amont du barrage d'Inga. Oui, ils sont restés là et un pêcheur les a trouvés. Et il les a amenés chez les autorités locales. Et ils ont dit, voilà, nous avons un papier, l'autorisation de traverser les rapides, mais nous avons trouvé dangereux. Maintenant, nos coéquipiers sont partis. Jusqu'à ce jour, le corps de Philippe de Dieu n'a jamais été retrouvé. Alors, quand on gratte un peu derrière tout ça, il y a une affaire d'assurance vie. Donc le neveu serait... Le neveu se bat pour toucher l'assurance vie. En fait, ça c'est vraiment une hypothèse la plus crédible. L'assureur avait dit à Dieu le veut, il ne faut pas qu'il meure suite à une négligence de sa part. Or, les rapides là, on voyait que... Oui, c'est un danger. Alors, eux, ils n'acceptent pas la thèse de noyade parce que l'assureur n'acceptera pas de payer. Il faut qu'il soit assassiné. Et il se bat pour ça. Et je trouve ça un peu triste de la part de certains journalistes comme Mme Brackman, qui croient que quand il s'agit de l'Afrique, on peut écrire n'importe quoi. Particulièrement du Zaïre, voilà. Je pense. Pasteur Bobo, puisque les deux autres experts n'ont pris qu'un point d'actualité, vous pouvez prendre un troisième, juste et nous allons ajouter un thème important par rapport aux Congolais de l'étranger. Nous sommes très nombreux. Chaque week-end, nous enterrons d'abord d'enterrement en Europe ou en Amérique. Les causes, on ne sait pas. Mais c'est beaucoup de jeunes qui meurent. Bien qu'il y a aussi beaucoup de personnes âgées dans des pays comme Belgique, France. On a aussi une génération de personnes âgées de 80 plus. Ça serait plus naturel. Mais c'est pas mal les 80 plus qui meurent. C'est beaucoup plus de 40 ans, 20 entre ans. 20 et 50 ans. Et 50 ans qui meurent beaucoup. Donc, on peut. Je ne sais pas si au niveau des Congolais ou de nos ambassades, parce qu'on a des ambassades, et nous-mêmes au niveau des associations, si on peut commencer à voir ces choses, en Belgique, il y a beaucoup de médecins congolais, il y a beaucoup de médecins en France, si on ne peut pas chercher à comprendre les causes, parce que c'est par rapport à l'alimentation, on ne mange pas, c'est par rapport aux trucs des guerres ou des attaques, on ne sait pas, mais
on doit comprendre pourquoi nous enterrons dans des pays comme la Belgique, on enterre presque 4 par week-end, 4 personnes. Pour ceux qui ne le savent pas, le pasteur Bobo couvre très souvent les événements heureux, mais aussi les événements malheureux. Et c'est un signal très intéressant. Non seulement je couvre, mais on a des amis, je suis pasteur d'une église, on sait, il y a beaucoup de réseaux. J'étais même, ça c'était une période de Covid, un prêtre belge il avait dit à la salle que, en tout cas, jamais assez d'enterrer. Ah, il a remarqué aussi qu'il y avait avalanche de décès. Oui, bon là, c'est au moins de le Covid. Oui. Mais ce que j'ai dit, ça a commencé avant Covid. Oui. Ça a commencé avec, j'ai discuté avec des amis au cimetière où on était allé enterrer une dame. Mais ces jours-là, on remarque qu'après nous, c'était des Congolais qui allaient enterrer. Avant nous, c'était des Congolais. Oui. Donc, on a discuté ensemble, on a compris que c'est pas quelque chose, mais nous prenons ça très au sérieux. Toujours est-il que si nous avons des étudiants congolais qui veulent faire des thèses et tout ça, voici un sujet qui peut être intéressant. Alors, pour voir quelles sont les causes et les indications qui expliqueraient ces décès. Oui, je voudrais quand même ajouter un autre élément aussi dans les probabilités. Il se peut aussi qu'il y ait un problème de prise en charge des malades. Prise en charge médicale. Prise en charge médicale. Parce que je me souviens en 92, j'avais un ami là, avec qui j'ai étudié à l'université, qui était très malade. Il était hospitalisé à Brugman. Et puis, un médecin congolais est venu aussi lui rendre visite. Le gars était sérieusement malade. On attendait les résultats des examens qui étaient envoyés, on l'appelle encore la médecine tropicale d'Anvers. Donc on attendait le résultat. Alors le médecin congolais qui est venu rendre visite à l'ami en question me dira: attention messieurs, quand vous êtes sérieusement malade en Belgique, il faut toujours informer un médecin africain. Eux, au moins, savent comment vous prendre en charge directement. Ça peut aussi être ça. Possible. Voilà. Merci à vous trois pour ces points d'actualité. C'est toujours très intéressant de voir ce qui se passe dans les milieux où nous vivons, puisque nous sommes dans la diaspora, et de s'intéresser à ce qui se passe dans la communauté. Surtout que, comme vient le signaler le pasteur Bobo, les ambassades et les consulats sont là aussi pour savoir comment vont les compatriotes. Voilà, nous allons entrer dans le corps de notre sujet de ce jour. Comme vous le savez, il y avait eu un cessez-le-feu qui avait été décrété entre toutes les parties prenantes aux insécurités qui sévissent dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Nous, notre point d'attention a toujours été la cité de Bunagana, puisque, comme je le disais en liminaire, ça fait 5 mois. 2 semaines et 6 jours que ce territoire est administré par un groupe armé appelé M23. De processus de paix en processus de paix, jusqu'ici nous n'arrivons pas à réduire ce groupe armé. Je dis ce terme groupe armé parce que dans nos discussions nous allons voir comment les qualifier réellement. Cela nous a conduit à cette dernière sortie du président de la République rwandaise, Paul Kagame, alors qu'il s'adressait à son Assemblée nationale pour la nomination de nouveaux ministres, leur investiture, il s'est épanché, comme jamais, sur la République démocratique du Congo. Lui qui est avare lorsque les journalistes lui posent des questions sur la République démocratique du Congo, disant toujours: mais pourquoi vous me demandez à moi ce qui se passe en République démocratique du Congo, puisque cela n'est pas de mon ressort. Voilà que le président rwandais tout d'un coup a beaucoup de choses à dire. Nous allons entrer dans profondeur. Comment se fait-il que ce président tout d'un coup commence à lancer même des coups bas vis-à-vis du président de la République démocratique du Congo, à parler des affaires internes de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a eu des appels des superpuissances, comme on les appelle, qui ont été tellement insistants qu'il s'est senti, lui, le président rwandais, qui devait absolument réagir? Est-ce la diplomatie de la République démocratique du Congo, via le président de la République lui-même, qui a commencé à porter ses fruits? Est-ce l'activisme, entre guillemets,
le ministère des Affaires étrangères congolais aussi, qui a fait en sorte que les choses commencent à bouger. Nous allons entrer dans tous ces sujets dans une minute et voir aussi toutes les conséquences ou ce qu'il faut prévenir ou corriger. Par exemple, l'adhésion qui a été faite, si je ne m'abuse, au mois de mars de l'année dernière, ou de cette année, pardon, sur l'adhésion de la République démocratique du Congo dans l'East African Community, Eastern African Community. Monsieur Amba, vous étiez le dernier à parler, même si j'avais remis la parole au pasteur Bobo, sur cette question du processus de paix. Qu'est-ce que cela vous dit? Donc je dois dire que petit à petit, il y a une certaine conscience nationale qui commence à émerger pour dire qu'on nous tourne en bourrique à travers toutes ces rencontres, Luanda, Nairobi, avant c'était Kampala, on nous tourne en bourrique. Parce que la réalité, c'est un peu ce qui est contenu dans ce communiqué du Premier ministre rwandais. Si vous pouvez nous lire un extrait. C'est en anglais. Pour nous le traduire. Je cite simplement les 4 points qu'il a relevés. En fait, ce sont les exigences du Rwanda. Premier point, l'intégration et la protection des communautés. Il dit Tutsi people. Donc, sans nationalité aucune. Sans nationalité. Tutsi people. Deuxième chose, mixage de l'armée, c'est-à-dire que les officiers de M23 soient intégrés dans notre armée. Troisième point, il parle de respect des accords qui ont été conclus par les leaders du M23 à travers des médiations à Kigali et Kampala. Et enfin, non, pas enfin, avant-dernier point, continuer à faire raffiner l'or, notre or, à Kigali. Bon, on a toujours dit que Félix avait signé un accord qui n'a pas été rendu public, disant qu'on va laisser le Rwanda continuer à raffiner l'or chez eux, l'or congolais, et enfin restaurer les relations diplomatiques normales entre les deux pays. Donc voilà un peu. Et quand on voit le discours de Kagame devant son Parlement, bon, moi je suis tenté de dire que c'est un homme désemparé. Il est en plein désarroi. Qu'est-ce qui vous le fait dire, justement? En fait, Kagame était convaincu que Félix Tshisekedi sera sous sa botte, un peu comme Joseph Kabila l'était. Parce que Kagame n'a jamais cessé, je crois que je l'ai déjà dit ici, il y a des documents. Depuis 1996, l'objectif du Rwanda, c'est d'installer un régime ami, à mettre entre guillemets, à Kinshasa. Et ils avaient expliqué, notamment Patrick Mazimaka, qui fut ministre conseiller à la présidence rwandaise chargé des affaires congolaises. Il avait dit, nous voulons à Kinshasa... Chargé des affaires congolaises. Chargé des affaires congolaises. Desk Congo. Nous voulons mettre à Kinshasa un régime qui ne menace pas la sécurité nationale du Rwanda. Donc, Kagame était convaincu que Félix Tshisekedi allait jouer le jeu, se laisser caporaliser pour être plus précis, et comme il sent qu'il lui échappe un peu, ben, il dit voilà, ce type n'avait même pas gagné les élections. Vous savez, moi j'aime bien une réponse que notre compatriote Noël Tchani, même si je ne partage pas toutes ses opinions, avait dit chez Fabien Koussoanika, je crois. Fabien lui avait posé la question sur les élections de 2018. Il dit, je constate que la CENI a proclamé les résultats provisoires et la Cour constitutionnelle a confirmé ces résultats. Qui suis-je pour dire que c'est faux? Je n'ai pas de preuves contraires. Donc, je m'arrête peut-être là. On va commencer par ça. Je suis heureux que vous soyez servi de ce document pour entrer en matière. Monsieur Landou, avant que je ne vous passe la parole,
Quand on voit le président Kagame et le communiqué de leur gouvernement, est-ce que vous partagez l'avis de M. Amba que c'est un pouvoir qui est aux abois ou qui est dans le désarroi? Personnellement, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus sur cette option-là. Alors, je vais vous poser une autre question. C'est mieux. C'est mieux. Pensez-vous qu'une relation intuitu personnelle, comme on dit en latin, c'est-à-dire entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame, quelque chose a été brisé, mais qui ne les concerne que d'eux? Qui ne les concerne que eux deux, non, ça concerne les deux pays plutôt. Mais en tout cas, la glace est brisée, bien brisée dans tous les cas. Parce que si nous considérons tout ce qu'il y a eu comme accord, d'ailleurs, M. Amba venait de le rappeler, l'or et la construction des routes, ainsi de suite, et même l'entrée des forces armées rwandaises sur notre sol. Donc en fait, les constructions de routes, les accords économiques, quand vous considérez tout cela que Félix Tshisekedi a mené au début, et puis lui-même a dit que tous les efforts diplomatiques ont échoué. Les efforts diplomatiques ont échoué. Les négociations ont échoué. Et donc, il restait une seule option, l'option militaire que M. Félix Tshisekedi n'a pas levée, malheureusement. Nous, évidemment, enfin, il fallait plutôt qu'il lève cette option militaire parce que c'est l'unique option qui restait. Nous déplorons le fait qu'il ne l'ait pas fait. Ça, c'est quand même une faiblesse dans tous les cas. Alors, que quelque chose soit tassé entre Félix Tshisekedi et Kagame, c'est une évidence. Parce que tout le temps que nous avons signé les accords avec le Rwanda et ainsi de suite, nous savions que le Rwanda était derrière tous ces groupes armés qui nous attaquaient, qui attaquaient nos populations à l'Est. Et quand vous dites tous ces groupes armés, vous généralisez un peu. Non, c'est-à-dire tous les groupes armés ennemis. Particulièrement le M23. Tout le monde le savait. Mais depuis un certain moment, le narratif a changé à Kinshasa. On a commencé à citer nommément le Rwanda derrière le M23. Et depuis ce temps-là, on a continué dans la même logique. Évidemment, Kagame se sent acculé. Ça, c'est vrai. Donc ça a commencé à porter des fruits. Je pense que la pression commence à se faire sentir. Exactement, on y reviendra parce que la pression est là, mais il y a aussi des partenaires extérieurs qui n'ont pas lâché l'appui à Kigali. Nous allons y revenir. Pasteur Bobo, Félix Tshisekedi dit Paul Kagame. Est-ce que la lune de miel est terminée? Nous étions ici et ailleurs lorsqu'on discutait en disant mais que lui prend-il au président de la République démocratique du Congo à vouloir absolument devenir ami avec Paul Kagame, que chacun d'entre vous ici savait très bien comment il fonctionnait, ce qu'il avait en tête et tout ça. Beaucoup d'entre vous le déploraient d'ailleurs déjà à l'époque, in tempore non suspect, en disant mais qu'est-ce qu'il a à vouloir être ami avec ce type-là? Est-ce que le divorce est prononcé? La lune de miel est terminée? Je suis un peu d'accord avec M. Rodin Marouchi qui dit que quand Kagame est désemparé, on voit qu'il y a un problème au niveau du Kagame, et puis nous, on avait compris, nous, au niveau de l'horizon de 2023, on avait compris déjà avant, quand on a dit c'est Baudouin parlait de manipulation des médias, des réseaux sociaux, etc. On savait déjà qu'il y a toutes des manipulations. Comme on est dans la diaspora, beaucoup de Congolais, la diaspora africaine est toujours anti-système. Ça c'est clair. La diaspora africaine a toujours été anti-système, quel que soit le pays. Citez-moi n'importe quel pays, vous verrez que la diaspora a toujours été anti-système dans sa majorité. Mais au niveau de notre pays, la relation Kagame et Tshisekedi, ça dérangeait. Ça dérangeait à un niveau impossible. On ne comprenait pas. Bon, c'est que moi, je pourrais demander maintenant à Félix Tshisekedi et à son gouvernement de commencer aussi à publier clairement est-ce qu'il y a eu des accords, ils avaient signé quoi, ou Kagame réclame quoi, hein? Est-ce qu'il y a, qu'est-ce que Kagame réclame? Parce qu'on voit clairement que Kagame est en difficulté du point de vue diplomatique.
Kagame qui est un orgueilleux, un homme suffisant, un homme qui contrôlait la région, tout passait par lui. Brusquement, Tshisekedi l'a cogné à l'ONU. Ça a commencé à l'ONU, clairement devant le monde entier, au Lucon. Quand on a vu Enfin, vous dites cogné, mais à l'époque, nous disions tous pleurnicher. Non, moi j'avais dit cogné, moi dans c'était cogné. Quand on voit Macron aller directement prendre Kagame et Tshisekedi, moi j'avais compris, on avait compris que Macron était à la rescousse de Kagame et faire quelque chose. Mais ça a continué, Kinshasa a bousculé le régime Kagame. Ça c'est clair, parce qu'avant ce n'était pas possible. Avant, Kinshasa ne pouvait pas, c'est nous qui disions, c'est l'opposition, c'est la diaspora, c'est les autres que les autres. Nous qui n'étions pas dans le jeu. C'est nous qui disions que Rwanda, 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 Rwanda. Mais les gouvernements s'affichaient avec des photos, mettre dans la main, c'était sourire. Mais maintenant, tout change. Tout change et Kagame les sent, Kagame les voit, malgré leur lobby, malgré leur... Il voit qu'il commence à perdre, entre guillemets, son Congo, mais c'est pas lui, son Congo. Il saute, directement, il sort, et il parle du Congo comme il avait. Bon. Alors, on va faire un dernier tour et puis on va parler un peu de l'Eastern African Community. Mais avant ça, monsieur Amad, un dernier élément. Moi, je voudrais un peu compléter Pasteur Bobo quand il dit pourquoi Félix voulait être ami avec Kagame. Vous savez, en tant qu'ancien diplomate, je trouve... C'est aussi à ce titre que vous êtes là d'ailleurs. C'est tout à fait normal qu'un chef d'État poursuive la paix avec un pays voisin. Et d'ailleurs, en 1976, le président Mobutu, le président Michombero, si ma mémoire est bonne, et Juvenal Habyarimana ont créé la CPGL. Communauté des États des pays des Grands Lacs. Voilà. L'objectif, c'était d'abord sécuritaire au niveau des frontières communes. Et puis, il y avait un objectif socio-économique. Mais sur le plan social, comme ça concernait la libre circulation des personnes et des biens, beaucoup d'Équivoussiens voyaient ça très mal. Et l'application avait connu des difficultés, mais il y avait une volonté commune d'une coexistence pacifique. Entre parenthèses soit dit, moi j'ai étudié avec beaucoup de Rwandais qui ont profité d'une bourse au CEPGL pour venir étudier aux Républiques du Zaïre. Oui, nous on a acquis l'indépendance en 60. Le Rwanda est devenu indépendant en 62. Mais jusqu'en 94, nous n'avons pas eu de crise majeure avec le Rwanda. Ça c'est le premier élément. Et peut-être que je réponds indirectement au pasteur Bobo. J'ai ici un document d'International Crisis Group. J'espère que je prononce bien. Oui, c'est bien prononcé. Parfait. N'oublions pas que monsieur Lam de voilà. Cette ONG qui est très crédible écrivait déjà en 2002 parmi les objectifs du Rwanda de Paul Kagame à travers le dialogue intercongolais, c'est d'aboutir à la construction d'une autorité locale sur toute cette bande, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et une portion de l'Ituri, construire une autorité locale favorable à son voisin rwandais, voire la légalisation de l'influence rwandaise au Kivu. Cet objectif n'a pas changé. Et j'ai conclu en disant, compte tenu de ces réalités, et avec ce communiqué du Premier ministre rwandais, j'avais oublié de citer son nom, je vais quand même citer son nom, Edouard Ngirete. C'est nouveau le document? C'est un document nouveau. C'est daté quand? Fin novembre. Aujourd'hui, le Congo-Kinshasa n'a pas d'autre choix que de réformer son armée et de reconquérir les espaces occupés par la force. Nous l'avons dit la fois passée. Voilà. Monsieur Lano, quelques éléments à ajouter à ce sujet avant que nous passions à une question plus sous-régionale. Oui, en fait, quelque chose à ajouter, je vais rebondir sur un terme utilisé par Amba qui parlait une expression qui disait qu'on nous a traîné en bourrique tout ce temps-là. Tourné en bourrique, oui. On nous a tourné en bourrique tout ce temps. Parce que moi je crois que à un certain moment, nous devons savoir lire les leçons de l'histoire. Sinon, nous allons demeurer des éternels bébés.
Fachi, dans son allocution à la nation, je crois, avait dit que les efforts diplomatiques avaient échoué. Mais curieusement, au lendemain de son discours où il admet que les efforts diplomatiques ont échoué, il court à Luanda également pour des efforts diplomatiques qui, dit-il, avaient échoué. Il va arriver à Luanda et que fait ça c'était le 23 novembre, le sommet de Luanda va redessiner la topologie de l'Est pour dire que le M23 devrait abandonner les positions occupées et se retirer, c'est-à-dire qu'ils sont en train de lui faire un territoire légitime. Et se retirer du côté de... Vous savez encore le nom de ce territoire-là? Quelque chose comme Luilo, quelque chose de pareil. Qui est sur le territoire congolais. Qui est sur le territoire congolais. Ça s'appelle Sabinio. Donc il devait quitter les territoires occupés pour aller à Sabinio légalement. Et même le sommet de Luanda avait dessiné une zone tampon. Mais il faut dire que dans le communiqué final, la zone tampon a été rayée du communiqué. Parce que, m'a dit un ami de la présidence, le président Fachi a pesé de son influence pour qu'on retire la phrase sur l'installation d'une zone tampon. Ça a été fait. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Évidemment, c'est ça, des hostilités. Si les M23 ne cessent pas les hostilités, on va attaquer les M23. Et c'est depuis vendredi dernier que l'ultimatum est terminé. C'était le 24 novembre à 18h. Oui, on n'a jamais attaqué les M23. Les M23 est en train d'assassiner. D'ailleurs, nous avons... 3 jours et 2 Nous avons voilà, le massacre de Kichiché là. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes allés à Nairobi, continuer des négociations diplomatiques comme des petits-enfants, justement comme des petits-enfants. Et les deux, je suis quand même content, je ne sais pas si vous allez rebondir dessus, que pour la première fois, qu'on décrète 3 jours de deuil national. Pour la première fois, parce qu'il y a eu des massacres et des massacres, le Kinshasa ne s'allait jamais occuper. On dit, ah non, on a massacré là-bas, on a massacré. Mais 3 jours de deuil national, c'est un signe fort. Mais qu'on continue à négocier avec un pays voyou, moi je crois que c'est enfantin et irresponsable. À un certain moment, il faut qu'on cesse ces négociations, qu'on opte pour une nouvelle voie. Et Baudouin l'a dit, la voie militaire. Il faut qu'on refasse l'armée, mais aussi longtemps qu'on va continuer à négocier, alors que nous savons que les négociations ne vont jamais aboutir, puisque le président Félix l'a dit, Félix Tshisekedi, nous savons que les négociations ne vont jamais aboutir. Nous sommes en train de perdre du temps, et dans l'entretemps, le M23 est en train de gagner du terrain. Voilà. Merci, monsieur Lam. Pasteur Bobo, vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on entre dans la partie sous-régionale de cette question? Que les Congos cessent de pleurnicher, on peut continuer à pleurer comme des petits-enfants, souvent ça fait honte. Moi, personnellement, j'ai changé ma stratégie, mais j'aimerais bien que tous les Congolais qui nous regardent aujourd'hui, si individuellement chacun peut changer son discours, sa façon de voir les choses par rapport au Rwanda, ça peut nous faire grandir. Comme a dit Gims, Kouagame, il n'a pas eu peur. Gims est friqué, il est très bien, il vit bien, mais là vous avez beaucoup de choses. Donc nous on peut commencer à faire des choses bien. Pourquoi ne pas aussi mettre les Rwandais en difficulté? On peut aussi mettre les Rwandais en difficulté. Commençons à mettre des outils. Si on doit raconter que l'Union européenne, je ne sais pas où vérifier ça, a donné 20 millions. 20 millions, oui, c'est vérifié. Il y a même eu des réactions des Belges. Si elle donne 20 millions, notre pays peut aussi financer. On peut donner 30 millions ou 60 millions à l'armée. Hein? On peut le faire. Donc, cessons de pleurer, cessons de faire des choses, commençons à faire des choses. Parce que les Rwandais, pour les Rwandais, quand Kagame dit, moi j'ai construit le Rwanda, c'est pas par rapport à l'argent du Congo, c'est par rapport aux dons qu'on me donne, je le gère bien.
C'est comme si nous, le Congo, nous ne gérons pas bien. Et lui, nous on vole, lui il gère bien. Il a l'image d'un président ou d'un pays où eux ils gèrent bien. Nous gérons mal. Je vous dis, on peut dire non et puis gagner la guerre. La guerre, c'est pas contre le Rwanda, c'est beaucoup plus contre des régimes. On peut gagner sur les régimes. Parce qu'avec Abiyarimana, on était bien. Avec Abiyarimana, on était bien. C'est le régime Kagame qui veut contrôler le Congo, un petit pays qui veut contrôler le grand pays. Mais on peut dire non, faire les choses bien, les contrer par rapport à la sécurité, les contrer par rapport à l'armée. On peut s'organiser et puis être fou. On va entrer donc sur la partie sous-régionale de cette question des processus de paix, etc. Là, on parlait plus ou moins en interne et en bilatéral avec le Rwanda. Ce processus ou ces processus de paix sont liés, les parties prenantes sont des groupes armés. On en compte plus d'une centaine en République démocratique du Congo. Beaucoup participent justement à ce processus de paix. Mais il y en a un qui n'y participe pas, d'ailleurs parce qu'il n'a pas été invité, c'est le groupe M23. Dernièrement, nous avons entendu ou lu sur le net et également écouté dans tous les médias que nous exploitons, que les FDLR, donc ce groupe rebelle rwandais, mais Hutu, auraient accroché le M23, ce groupe armé rebelle sur papier considéré comme congolais, mais Tutsi, et que les Maïmaï aussi étaient en train d'attaquer le M23. Nous voyons donc qu'il y a un problème au niveau de la sous-région. Parce qu'il y a encore les groupes rebelles ougandais qui sont là, ADF, etc. Pour le Burundi, il y a les FNL, si je ne me trompe pas. Donc la sous-région est dans une situation compliquée. La République démocratique du Congo a choisi par le biais de la présidence de la République d'adhérer à l'Eastern African Community, qui est une organisation régionale ou sous-régionale, mais économique. Est-ce que ce n'était pas un faux pas, une mauvaise manœuvre diplomatique de notre part, puisque, faut-il le dire, la République démocratique du Congo est un grand marché, mais de consommateurs. Nous ne sommes pas vraiment le moteur de l'économie de la sous-région en termes de production, de services, de biens, etc. Par contre, nous acceptons, nous achetons très souvent tout ce qui se passe, tout ce qui vient des pays de la sous-région. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas eu un manque de prévoyance ou d'analyse des bénéfices et des coûts, des avantages et des inconvénients à adhérer dans la Eastern African Community? Voyons que maintenant, le seul bénéfice, entre guillemets, si on peut appeler ça un bénéfice, c'est que la sous-région intervient, mais militairement. Ce ne s'agit pas de l'économie. Monsieur Land, je vois que vous êtes déjà au taquet. Commençons par vous. Je ne suis pas au taquet, mais je voudrais d'abord planter les décors. Hein. Comme ça, nous pouvons débattre en toute quiétude. C'est le 8 avril 2022 que nous adhérons à l'East African Community, donc la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Et l'accord d'adhésion est signé par Félix Tshisekedi à Nairobi le 8 avril 2022. Et l'accord est signé par Félix Tshisekedi à Nairobi en présence de Kagame et du président ougandais. Oh non, je crois que le stylo est resté de l'autre côté. Vous pouvez prendre un marqueur là, nous. Alors, il faut dire que dès que Félix Tshisekedi signe les accords, qui n'ont même pas été débattus au Parlement, ce qui est déjà une entorse à la Constitution, en fait, les accords sont signés devant les deux présidents. Les deux présidents vont faire un discours, Kagame et Museveni, pour dire exactement la même chose en se réjouissant du fait que la RDC adhère à l'East African Community, parce que la RDC a un vaste marché que les deux pays pourraient utiliser. Donc le marché en question. Alors,
l'adhésion à l'East African Community a été perçue par la plupart des Congolais comme étant sans objet, une histoire qu'on ne comprenait pas parce que notre pays ne fait pas partie de cette portion de terre. Mais ça, pour rappel, ils sont presque tous anglophones et swahilophones. Oui. Alors, le lendemain de la signature de l'accord, le président Tshisekedi à Nairobi a reçu la communauté congolaise. Et lors de cette rencontre, le président va expliquer pourquoi nous avons adhéré à l'East African Community. Donc il va expliquer à cette communauté-là, mais à travers cette communauté-là, il explique à tous les Congolais. Il dira que les Congolais, surtout de l'Est, ont beaucoup à gagner avec cet accord parce qu'ils vont bénéficier de libre circulation des biens, des personnes, ainsi de suite. Pas de visa et des tarifs, préférentiels douaniers. Et c'était pratiquement cela. Et il conclura en disant que même la paix à l'Est va y gagner dans cet accord. C'est un peu le décor planté. Mais aujourd'hui, je laisse peut-être les autres réagir. Pasteur Bobo? Oui, moi, ce qui me dérange, je l'avais dit, c'est comme si c'était un guet-apens. On pousse les Congos à adhérer. Dès qu'on adhère, c'était leur mouvement, c'était leur truc, et ils étaient là avant nous. Il n'y avait pas de problèmes entre eux, il n'y avait pas de guerre entre eux, c'était calme. Dès que les Congos arrivent, ils commencent à comme des M23, ils relancent les M23, et puis directement, ils viennent pour aider les Congos. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu... Je crois qu'on peut tirer des leçons. On peut tirer des leçons. Pour ouvrir une entreprise au Rwanda, ça ne dure pas, c'est rapide. Je crois en moins de 48 heures, si pas 24 heures. Au Congo, ça pose un problème pour ouvrir une entreprise. Ça a baissé quand même, il faut reconnaître. C'est trop compliqué avec le guichet. Oui. Mais en réalité, c'est compliqué. Pour d'autres raisons, mais... Des amis qui reviennent du Congo, c'est très compliqué encore. Mais pour adhérer à une organisation, là, c'est facile. Donc pour créer une entreprise, c'est difficile. Mais pour adhérer, qu'on puisse... Il y a les élections 2023 qui vont arriver, qu'on puisse mettre des garde-fous. Un président ne peut pas faire adhérer un pays sans pourtant passer par... Comme le disait M. Land, le Parlement. Et... Il faut qu'on puisse voir si c'est une erreur, ça peut être géré. Est-ce que vous voulez dire que c'est une manipulation de certains chefs d'État de la sous-région qui auraient poussé le président de la République congolaise à adhérer? C'était pas sous son... Non, quand je vois les choses se passent maintenant. Je vois qu'on a été piégés, ils avaient leur plan, ils voulaient faire un remake, selon moi. Ils ont raté avec le roi de Kabila parce que Kabila était directement allé chez Sadek et les autres. Ils ont stoppé leur plan où ils voulaient attaquer le Congo. Maintenant, ils l'ont fait, mais comme on est déjà membre dans leur système, c'est leur système qui va apporter. Ça, c'est bon. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est un peu ça. C'était... Aussitôt entré, directement, on vous attaque. Or, quand Tshisekedi, il peut être sincère, manifestement, il était sincère quand il est entré. C'était beaucoup pour libre ces personnes, faire du commerce avec eux. Mais est-ce qu'il a consulté autour de lui ou il s'est laissé influencer par ses chefs? C'est ça qu'on peut se mettre des garde-fous au niveau du pays. Il y a les élections qui vont arriver, quel que soit le gagnant, un président qui arrive, le président n'a pas droit à tout. Voilà, il faut faire entrer des experts. Il y a des experts, il y a beaucoup de... Il y a le Parlement, il y a le Sénat, et puis on pourra adhérer comme ça. Parce que créer une entreprise, c'est compliqué, mais pour adhérer, un président peut dire aujourd'hui, on entre à telle organisation, et puis directement on entre. Mais je voudrais un peu recadrer des éléments, parce que nous sommes toujours dans les décors, pour dire que ce ne sont pas les autres chefs d'État qui ont poussé Félix à adhérer. Il y a eu un processus qui a été pensé au niveau de la présidence, évidemment sans informer le Parlement. Le problème existe toujours. Donc le processus a été pensé au mois de février. Nous n'adhérons à l'East African Community qu'au mois d'avril. Donc d'ailleurs dans le discours de Uhuru Kenyatta, il le rappelle. Il rappelle que c'est depuis février
que le président Félix avait fait la demande d'adhésion. Mais ce n'est qu'en avril que l'adhésion a eu lieu. Il y a eu un processus. Donc ce ne sont pas les autres. Demande, on peut vous pousser à faire à faire la demande. On dit que c'est vous qui allez faire la demande. Oui, oui, possible, oui. Monsieur Hamad, quelque chose à ajouter sur cette question de l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'Est africain? Je vais indirectement répondre à Pasteur Bobo et à Cornelis. En dehors de la province du Congo central, tout le reste du Congo est enclavé. Nous avons besoin de sortir chez certains voisins. Parce que notre pays est à l'est de l'Afrique, au sud, au centre, et je dirais même au nord, avec le Soudan. Donc là, rentrer dans une organisation internationale qui peut faciliter la vie à certaines de nos provinces, par exemple, pour qu'on attende que le carburant vienne de Kinshasa pour aller au Kivu, ça peut rentrer par le Rwanda ou le Burundi ou l'Ouganda, c'est toujours bien. Ça, c'est au niveau de la situation géographique du pays. Alors, revenons maintenant sur l'adhésion à East African Community. La forme a été biaisée, dans la mesure où, à l'époque, Paul Kagame assurait la présidence tournante de East Africa Community. Et le président Tshisekedi lui a écrit vraiment... Personnellement? Oui, je vous informe. Le président. Oui, j'ai introduit la demande de notre pays pour adhérer à East African Community. C'est là où moi je me dis, est-ce que Paul Kagame n'a pas un peu joué là-dessus pour inciter Tshisekedi à contourner notamment le ministère des Affaires étrangères, parce que nous avons une direction des organisations internationales. C'est une équipe technique censée examiner, je crois que l'un de vous a parlé des avantages et des inconvénients, c'est au niveau de ces directions techniques qu'on juge, est-ce que c'est intéressant, on gagne quoi? Le président a contourné, il l'a fait. Mais sur le plan du fond, moi je dis, c'est intéressant d'être membre de tous ces groupements-là, à condition que nous puissions défendre nos intérêts. Ce que font tous les autres États membres. Oui, tout à fait. C'est tout ce que... Les groupes pouvaient aussi être observateurs. Au lieu d'entrer directement, il fallait aussi être observateur. Non, il fallait peut-être passer par les affaires étrangères. Qu'il y ait une étude sérieuse sur les avantages et les inconvénients, comme vous avez dit ici. Je pense, ça ce n'est qu'un avis parmi tant d'autres, que le point relevé par M. Amba tient tout à fait la route. On a beaucoup péché par manque de planification, de prévoyance ou de ce que les financiers parlent de due diligence, de voir un peu dans quoi est-ce qu'on va mettre les pieds avant d'y aller. Mais ce qui est sûr, c'est que la position géographique de la République démocratique du Congo fait qu'effectivement, on pourrait participer à toutes les organisations régionales ou sous-régionales, quelle que soit la langue parlée dans ces organisations, vu notre position. Et je voulais aussi dire, M. Yogo, que même au-delà de la direction des organisations internationales des affaires étrangères, la loi prévoit aussi cela. La Constitution, tout à fait. À son article, une ratification au niveau du Parlement. Oui. À son article 124, règle le problème des accords internationaux. Voilà. Il faut que le Parlement soit informé par son président, qui convoque une séance où on explique et puis où on débat du problème. Et là, le Parlement est totalement innocent, le Parlement est totalement absent des accords. Et ça me permet aussi de rappeler un peu que sous Joseph Kabila, il s'est créé pratiquement un incident pareil, où Kabila avait appelé l'armée rwandaise à entrer à l'est du Congo sans que le Parlement ne soit au courant. Et son ami Kamere a levé la voix, il est dit Kivu, on comprend sûrement. Kamere a levé la voix et on lui a demandé, comme m'a précisé Amba, on lui a demandé de démissionner. On lui a demandé à lui de démissionner. Il est parti. En fait, il est parti du Parlement à cause de cela.
Il est même parti du PPRD à cause de cela. Joseph Kabila a enfreint la loi, exactement comme Félix Tshisekedi a enfreint la loi. Exactement, c'est le même procédé. Sans oublier que même à la présidence de la République, il y a quand même une direction légale, un département légal qui doit vérifier si on respecte bien la constitutionnalité des différentes intentions présidentielles. Parce qu'on va oublier ajouter quelque chose et puis nous allons passer au point du calendrier électoral. Félix Tshisekedi venait d'arriver au pouvoir, il n'avait pas d'expérience. Kagame et Museveni avaient déjà fait beaucoup au pouvoir, c'est des vieux routiers. Est-ce qu'ils n'ont pas joué sur ça, comme le président vient d'arriver, le temps de maîtriser les dossiers, on lui propose des dossiers directement. Ça c'est clair. Et puis deuxièmement, est-ce que c'est possible, ça je pose la question à ceux qui nous gouvernent et à nous tous ici, est-ce que c'est encore possible de comment possibilité sortir de l'ESN? De toute organisation, c'est une association. Et ça fera du bien au Congo. Actuellement, le peuple va dire, je crois, le peuple sera très content. Mais c'est surtout que toutes ces déclarations qu'on entend des personnalités de l'East African Community, ça n'a rien à voir avec nos intérêts autour de la problématique de l'Est. Que ce soit le président burundais, que ce soit je ne sais pas, le Uhuru Kenyatta qui demande à ce qu'il y ait concertation avec le M23 et ainsi de suite, alors que nous considérons ce groupement-là comme étant un groupe terroriste avec lequel on ne peut pas négocier. Et donc, tous ces gens-là nous demandent de négocier. C'est quand même un problème. Aucun intérêt pour nous. Je voulais ajouter qu'il y a eu marche aujourd'hui, initiée notamment par la société civile. Au sens large, les églises, tout ça. Les églises. Dans le message, ils ont demandé au gouvernement de suspendre la participation de notre pays à l'East African. C'est tout la chose. Ce qui veut dire que les forces régionales devront aussi se retirer. Ils sont mais bon, je crois que c'est intéressant de le faire. En tout cas, jusque-là, la présence de ces militaires-là à l'Est, c'est sans objet. Jusque-là. Oui. Ils viennent pour du tourisme. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes en plein débat et décryptage de la situation en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le président Kagame, dans son discours ou dans ses propos devant son Assemblée nationale, a lancé une pique très intéressante. Il disait, j'essaie de le traduire fidèlement, que certains essayent, en créant cette situation de crise à l'est de la République démocratique du Congo, de retarder ou d'éviter qu'il y ait des élections en République démocratique du Congo. Je me passe de dire ce qu'il a dit par la suite, puisque ça, nous-mêmes Congolais, ça nous concerne, nous en avons déjà parlé. Ce n'est pas à la dernière année de son mandat qu'on va revenir sur le fait si oui ou non il avait bien gagné cette élection. C'est une affaire interne qui ne concerne pas le Rwanda, ni d'ailleurs le scrutin qui s'annonce. Et donc la présidence de la Commission électorale nationale indépendante congolaise a, il y a quelques jours, annoncé ou dévoilé le calendrier électoral du processus 2023 jusqu'à 2027 même, si ma mémoire est bonne. Les élections vont débuter par l'identification et l'enrôlement des électeurs. Selon le chronogramme annoncé, ça sera sur 3 aires opérationnelles. Et pour chaque aire opérationnelle, donc la première, juste pour rappel, la première aire opérationnelle comprend 10 provinces, la deuxième 9 provinces, et puis ensuite la dernière aire opérationnelle compte les 7 dernières provinces qui restent. Et au courant de la seconde ou de la deuxième opération, la France, la Belgique et la République sud-africaine sera aussi, enfin les Congolais résidant dans ces pays seront aussi enrôlés, identifiés et enrôlés. Et dans la dernière phase, les États-Unis et le Canada, tous les ressortissants
Congolais qui veulent participer aux élections pourront aussi être enregistrés. La question que beaucoup se posent, c'est le timing. Est-ce que, en commençant le 24 ou le 24 décembre 2022, pour se terminer le 23 janvier 2023, en un mois, peut-on identifier, enrôler 10 provinces de la République démocratique du Congo? Et ensuite, quelques jours après, commencer 9 autres provinces et ajouter à cela les 3 pays que nous avons cités, l'Afrique du Sud, Belgique et France. Et puis, dans le 3e mois, enrôler les 7 autres provinces qui sont des parties de l'Est de la République. Et on se retrouverait donc à mi-mars avec un fichier électoral à jour. Et le 21 mai, on publierait, la Commission électorale nationale indépendante publierait alors les statistiques des circonscriptions électorales sur l'étendue du territoire national et aussi pour les Congolais de l'étranger. Est-ce que ce calendrier est réaliste? Je ne vais pas jusqu'en 2027, puisque là, nous avons l'avantage qu'il y aura les élections communales, tel que ça a été annoncé, que nous n'avons plus depuis beaucoup d'années. Ça sera vraiment à tous les niveaux. Pasteur Bobo, pensez-vous que ce calendrier électoral, si on s'arrête qu'aux 4 premiers mois, donc de décembre à mi-mars, est-ce que vous pensez que 30 jours suffiront pour enrôler une dizaine de provinces à chaque fois? Quand Dimaké espère, il nous dit que c'est réalisable. Je vois alors Moïse qui est opposant, lui dit que c'est réaliste. On ne peut pas réaliser cela, irréalisable. Mais moi, je peux couper la parole en deux. Je vois que si on veut, on peut le réaliser. C'est une question de volonté pour vous. C'est une question de volonté. Si on veut, que ce soit Kadiba, que ce soit la classe politique ou le pouvoir, s'ils veulent des élections, ils peuvent le faire. C'est question de mobiliser, mettre des moyens, mobiliser. Et s'il y a un mouvement, tu vois, on dit, Bakumo ou Kinshasa, on dit que mois de janvier ou décembre, c'est l'enrôlement. Si les gens partent quand même, il y a des fils, des gens réels qui partent, qu'on ouvre beaucoup de bureaux. On peut engager, mettez l'argent, engager des jeunes de la CNILA, mettez beaucoup de bureaux possibles à Kinshasa. Parce qu'à l'intérieur, on dirait que l'intérieur, il y a des l'eau, forêt, mais à Kinshasa, commencez par Kinshasa. Donc pour vous, la volonté, c'est ça qui est la volonté politique, ça peut aller. Parce que souvent, c'est les politiciens qui empêchent les gens d'aller s'enrôler et après, ils vous demandez aux gens d'aller voter. Vous avez empêché les gens d'aller s'enrôler et qui vont voter pour vous et à la fin, on a volé les élections. Pasteur Bobo, il y a trop de contradictions dans le langage des politiciens. Qui parlent le même langage maintenant. Parce qu'à la fin, ça sera, ils ont triché, on m'a volé, on m'a fait ceci. Commencez à parler le même langage aujourd'hui. Le calendrier là, donc tout le monde refuse le glissement. Le calendrier là. Quand il m'a donné, allez-y. Monsieur Landou, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est réaliste? Nous commençons que par ces 3 premiers mois. Est-ce que c'est possible de couvrir matériellement, logistiquement, financièrement l'identification, l'enrôlement, étant attendu que la formation de tout ce personnel a déjà été faite, que les équipements sont là, d'enregistrer 10 provinces, d'identifier dans les 10 provinces du côté ouest. Un mois après, du côté central, Kasaï ou l'Omami et tout ça, on enregistre. Et puis on finit avec la partie est, tout est bouclé, à mi-mars, tout est là. C'est réaliste? C'est réalisable? Ou il fallait un calendrier, le voici? Mais je voudrais d'abord dire que la formation des agents électoraux n'est pas terminée. Pardon? N'est pas terminée, la formation des agents électoraux n'est pas terminée. Parce que, nous sommes le 4 décembre? Nous sommes le 4 décembre. Parce que les électeurs de Belgique, de France et des États-Unis devront être enrôlés. Et les agents électoraux n'ont pas été formés ici, ni en France, ni aux États-Unis. C'est signe que la formation n'est pas terminée. Parce qu'il faut qu'il y ait aussi une formation des agents électoraux ici. Ça a été prévu. Alors, de deux, est-ce un calendrier réaliste? Moi, comme a dit Pasteur Bobo,
moi j'ai fait confiance à la CENI, à la direction de la CENI. Sûrement qu'ils ont du matériel de dernier cri qui peut enregistrer 55 000 personnes par jour, c'est ce qui est prévu quand on voit le chronogramme. Donc il faut 55 000 électeurs par jour à être identifiés possible si le matériel est fiable. Nous faisons confiance en cette équipe-là. Mais irréaliste par rapport aux échéances antérieures. En 2006 comme en 2018, il a fallu 3 mois, il a fallu 6 mois et 3 mois pour le faire. Alors, en quelques jours, enrôler tout le monde, possible. On a confiance, hein, on ne sait pas quel matériel ils ont. Ils ne nous ont pas présenté le matériel en question. Mais c'est la question, vous avez posé plusieurs questions dans l'introduction du sujet, mais la question que vous avez oubliée, non, avant d'y revenir, je voudrais un peu répondre à Pasteur Bobo qui a dit il faut que les opérateurs politiques parlent le même langage. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, le scrutin ici, où la direction actuelle de la CENI est quand même acceptée par les politiciens. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un seul politicien qui demande qu'on boycotte les élections. Il n'y en a pas un seul. Et ça, c'est un point positif. Donc, je crois que les électeurs iront se faire enrôler, surtout que cet enrôlement fait aussi office de recensement et de délivrance de cartes d'identité. La nouvelle carte d'identité qui va être plastifiée, sûrement avec puce. Mais la question que vous avez oublié de poser, de savoir si, avec la configuration actuelle, est-ce que le scrutin de 2023 est crédible? Ça aussi, c'est une question aussi à poser. Parce que si nous... je me souviens que tout dernièrement, je crois au début de la semaine, il y a le groupe de jeunes du Katanga qui se sont élevés, qu'ils ont fait une déclaration pour dire, et je leur donne personnellement raison, pour avoir eu accès aux documents de la CENI, avec le point d'identification des électeurs. Il y a eu une augmentation de 33% du nombre de bureaux de vote dans les Kasaï, dans le Grand Kasaï. Et les Katangais se sont insurgés pour dire qu'il y a une odeur de tricherie quelque part. Parce qu'il faut savoir que la population a pratiquement déserté le Kasaï. Avec toute la pauvreté qu'il y avait là-bas et toute la crise qu'il y a eu aussi. Où la population a pratiquement émigré vers le Katanga et même vers Kinshasa et les autres provinces avec l'histoire de Wewa, consort. Ce sont les premiers qui ont introduit les motos, taxis dans toutes ces provinces-là. Alors on voit mal comment une population qui a émigré ailleurs, et d'ailleurs les Katangais ont dit qu'il y avait trop de Kassaïens chez eux, ils viennent tous les jours, ainsi de suite. Donc avec une population qui a pratiquement quitté ces provinces, il y en a 3. Et aujourd'hui, le nombre de bureaux d'enrôlement soit multiplié par 33. C'est qu'il y a une odeur de... Mais voilà. Donc ça pose un peu un problème de fiabilité du scrutin. C'est comme si au Congo, si vous êtes président, c'est votre région qui aura beaucoup d'enrôlés. Avec Kabila, c'est la même chose. C'était le Kivu. Avant, c'était le Kivu. Et les Katanga, oui. Et les Katanga. Donc, tu sais qu'il a compris. Maintenant, c'est lui... Sûrement qu'il a multiplié le nombre d'électeurs. Beaucoup d'électeurs. Monsieur Abba. Mais même si tous les Kassai votent, tu sais qu'il ne passe pas, il faut... Non, mais les élections ne sont pas seulement présidentielles, hein, il y a des députations, etc. Donc le pouvoir est au Parlement, non? Ils ont beaucoup de sièges. Mais, monsieur Abba, vous qui n'avez pas encore parlé quant à ce... Mais avant de vous laisser la parole, je vais juste, peut-être vous le savez, la CENI est en train de préparer une application permettant de préenregistrer les électeurs de manière à ce que ça puisse faciliter ou accélérer l'identification et l'enrôlement. Je dis ça en passant, peut-être cela justifierait qu'ils se disent en 30 jours ils peuvent le faire. Monsieur Amba. Oui, je vais dire un peu en désordre,
mes observations. Il y a certains observateurs qui disent que le calendrier électoral est anticonstitutionnel, notamment du fait que l'article 73, si ma mémoire est bonne, Elle est bonne. impose à la CENI de convoquer le scrutin présidentiel 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Or, justement, l'élection présidentielle aura lieu, est prévue le 20 décembre 2023 et le président nouvellement élu n'entrera en fonction que le 23 janvier 2024. Le 20 janvier 2024. 23 janvier. Ah oui. 23 janvier 2024. Donc, on dit c'est inconstitutionnel, mais évidemment, Denis Kadima invoque un peu la force majeure parce qu'il y a eu beaucoup de retard, tant pour désigner le président de la CENI que pour avoir le financement pour démarrer, etc., etc. Est-ce que je vais peut-être soulever cette question, le temps que vous puissiez passer à votre je termine. Oui, vous avez retrouvé vos idées, oui. Alors, il y a le FCC de Joseph Kabila qui dit que le bureau de la CENI n'est pas représentatif de tous les courants politiques. Malgré qu'il y a quelques membres de FCC, notamment Agé Matembo, ancien ministre, et tant d'autres, ils ont été désignés par le groupe parlementaire. Le FCC aurait voulu que ce soit lui qui désigne les délégués du FCC à la CENI. Alors, maintenant, deux derniers éléments. Kagame. Kagame dit, Félix Tshisekedi cherche à créer une crise pour ne pas organiser les élections dans les dates échues. Mais moi, ce que je crains personnellement, parce que Kagame est un ancien de service de renseignement militaire en Ouganda. Et on parle de, selon certaines sources, le Rwanda aurait le système, le logiciel Pegasus. D'écoute téléphonique. Oui. Donc ils peuvent piéger vos appareils, ils peuvent même interférer sur les résultats des élections. Donc le risque est grand que... La Russie a fait les Américains. Oui, le risque est grand. Ils viennent de le faire à Nairobi aussi, ouais. Où ils ont, ils sont entrés dans tripatouiller le matériel de traduction. De traduction, oui. Donc les Rwandais qui n'étaient pas là suivaient en direct que les autres. Alors, donc le risque est grand parce que ce que Kagame dit, au fond, c'est un peu ce qu'on appelle en psychologie la projection. C'est-à-dire, vous ruminez quelque chose contre moi et puis vous me dites, voilà, c'est vous qui le faites, oui. Vous comptez faire ça. Et dernier point, c'est ici que nous allons nous rendre compte que la MONUSCO est un mal nécessaire. Avec pourquoi des contraintes, surtout côté logistique. C'est sûr que la CENI aura besoin des hélicoptères de la MONUSCO pour déposer les bulletins de vote à certains endroits où les routes sont inexistantes ou en mauvais état. Donc je m'arrête là parce qu'il y a contrainte d'argent. La CENI n'a pas encore tout reçu. Aux dernières nouvelles, ils ont reçu plus ou moins 500 millions de dollars. Exactement. Il y a la contrainte argent, la contrainte logistique, donc sans doute la MONUSCO va jouer, et puis la contrainte sécuritaire. Voilà, je m'arrête là. Pasteur Bobo, vous vouliez dire quelque chose? Contrainte logistique. Les Rwandais nous accusent qu'on n'est pas réussi, on ne sait rien faire, on est. Pourquoi ne pas donner l'argent à la CENI, acheter des hélicoptères ou louer chez la MONUSCO, ou acheter carrément? On achète, on met la logistique, nous-mêmes Congolais. Kabila s'est montré qu'il a organisé des élections avec ça et l'extérieur. On peut aussi le faire. Acheter des hélicoptères, ça ne coûte pas trop cher. Achetons il y a beaucoup de pilotes congolais. Vous achetez, vous donnez, et puis on transporte le matériel. Ça va donner aussi la fierté au Congo. C'est comme si vous jouez la Coupe du Monde et que vos joueurs là, les autres jouent pour vous. Non, c'est votre équipe. C'est à vous de mouiller votre maillot. On peut le faire.
Oui, oui, je voulais aussi intervenir sur ce détail. Hein, parce que, contrairement à ce que dit Amba, la MONUSCO n'est pas comprise dans le processus électoral. Moi, je crois que c'est un faux fuyant. La RDC, on l'a démontré depuis le début, n'a pas eu besoin de cette MONUSCO. Pour les élections, il y a un budget. Et au niveau du budget, au moins 500 millions, comme a dit Amba, ont déjà été décaissés. Et dans le budget 2023, il est prévu 561,709 milliards de francs congolais, soit 280 millions et demi de dollars. Donc il va manquer quelques poussières de dollars pour arriver au budget de la CENI. Donc au niveau financier, il n'y a pas de problème. C'est plutôt au niveau sécuritaire qu'il y a des problèmes. Et quand on parle de logistique, ce pays-là a assez d'argent pour avoir des moyens logistiques. Quand on parle de la MONUSCO, en fait, c'est un peu comme si on disait que la MONUSCO pouvait rester à New York ou à Washington, et puis nous l'appelons quand il y a élection. On a besoin d'elle. Non, la MONUSCO n'est pas prévue dans ces élections-là. On a eu besoin de la MONUSCO parce qu'on n'en avait pas. On n'avait pas de véhicules, on n'avait pas d'hélicoptères, ainsi de suite. Mais ce ne sont pas les moyens qui manquent à ce pays-là pour acheter et des hélicoptères, ainsi de même de drones. Tout à fait. Ouais. Voilà, nous touchons presque à la fin. On a un dernier point à couvrir, mais juste pour dire, une fois de plus, on remarque que ce problème de méthodologie chez nous. C'est-à-dire que la Commission électorale nationale indépendante est une institution d'appui à la démocratie qui devrait fonctionner 365 jours par an. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'au moment où les élections vont s'approcher qu'ils commencent à se mettre en mouvement ou à préparer des choses. Le budget, lorsqu'il est proposé à l'Assemblée nationale, etc., comprend le matériel, comprend la logistique, la formation des gens, etc. Tout ça doit être mis par les experts, présidence de la CENI ou même le bureau qui existe, de manière à ce qu'on puisse atteindre les échéances qui sont constitutionnelles, qui sont programmées. C'est quelque chose qui est carré. On ne devrait pas traîner la patte à ce sujet. Mais nous allons suivre ça, comme d'habitude, de très près. Un dernier point pour clôturer aujourd'hui, il y a eu cette rencontre entre le président de la République démocratique du Congo et la jeunesse congolaise. Je ne sais pas si vous avez suivi cet épisode, si je peux l'appeler comme ça. Si l'un de vous l'a suivi, qu'est-ce qui vous en semble? Pasteur Bobo, je crois que vous avez suivi. Très belle rencontre, mais bon, je n'ai pas tout suivi. J'ai vu des extraits sur Internet. Il y a un jeune qui nous a épatés tous. Mais bon, c'est un vrai Congolais. Lui, il dit qu'il peut créer chaque mois un millionnaire. Ouais. Ce jeune Congolais-là. Ce jeune Congolais-là, oui. Je dis, oui, ça, on parle de millionnaire en francs congolais. Millionnaire en dollars. Lui peut créer. Parce que en fait, il reproche au président qu'il avait promis des il avait promis jusque-là. Et puis, c'est ses conseillers. Il a pris le président au monde. Ce sont ses conseillers qui sont devenus des millionnaires. Et puis, ces ministres qui cassaient les décisions du président, c'était pas anormal. Il était populiste, populiste. Le gars a dit que lui peut créer des millionnaires chaque mois. Moi, je proposerais au président Félix si on peut l'associer. Si on peut l'associer comme ça, au moins lui, il peut nous créer. Il peut nous créer 10 mois, on a 10 millionnaires. Mais à condition qu'il le fasse, ou bien on l'arrête. On peut lui dire, bon, on te propose, si tu nous crées 10 millionnaires, c'est bon, comme ça, l'année prochaine, ministre. Monsieur Amba, vous avez quelque chose à dire sur ce point? Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que Joseph Kabila a fait 18 ans de pouvoir. Il a toujours parlé de la jeunesse congolaise dans ses discours. Mais il n'a rien fait pour leur donner une formation qui leur ouvre la porte de l'emploi. Même en 2017, il a été à l'Assemblée générale de l'ONU. Il a dit encore aux jeunes, je vais créer des emplois pour vous. On trouve ça dans cette allocution. Félix arrive, il a dit cette histoire de créer des millionnaires.
Mais apparemment, c'est la NAPI, l'Agence nationale de promotion non, fonds FPI. Fonds la promotion de l'industrie. On n'a donné aucun crédit aux jeunes. Bon, on va dire qu'ils n'avaient pas, comment dire, de gages ou d'hypothèques, de biens hypothéqués ou engagés, je n'en sais rien. Mais bientôt, nous abordons la dernière année de son quinquennat. Il n'y a aucun changement qui est intervenu chez les jeunes. Pourtant, nous avons un ministère qui s'occupe de la jeunesse. Le ministre de la D'ailleurs, jeunesse. il était là. Oui, il avait parlé avant le président. Vous savez, Avec les jeunes. quand vous regardez les sociétés chinoises qui sont chez nous, ils amènent des maçons, des charpentiers, tout un tas de main-d'œuvre vraiment basique. Mais essentiel. Oui, parce qu'ils n'en trouvent pas chez nous. Mais si on pouvait former ces jeunes gens à la maçonnerie, charpenterie et pas mal cordonnerie. l'INPP ne joue pas son rôle comme il se doit. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mais ce qui est bien, c'est que les jeunes ont trouvé l'occasion de dire au chef de l'État qu'il a un entourage et qu'il ne lui facilite pas la tâche. Et là, je suis très diplomate. Alors je voudrais quand même... oui, monsieur Lando, on va finir par vous. Oui, je n'ai rien dit sur le sujet. Je voulais quand même dire que la rencontre a été très intéressante. Vraiment intéressante. Mais, avec une remarque comme toujours, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que Félix Tshisekedi est allé faire là-bas. Est-ce qu'il est important pour un président de la République d'aller à l'enterrement de Kwedi, d'aller, je ne sais pas, se promener encore dans un petit concert, et d'aller... Parce que la séance qui a eu lieu avec les jeunes, c'était vraiment bâclé. Bâclé du tout, parce qu'il n'y avait aucun fil conducteur. Moi, j'aurais préféré peut-être qu'il y ait des ateliers avec les jeunes et le ministre de la Jeunesse encadrer peut-être ces ateliers-là. Ça aurait produit quelque chose de bon pour le président. Et donc les conclusions de ces ateliers-là seraient adressées au président qui ferait, le service du président qui ferait une synthèse, et le président ferait un discours autour de ces éléments qu'on lui apporterait. Mais tel que ça a été... J'étais content que, comme dit Baudouin, que les jeunes lui ont dit ce qu'ils voulaient, ce qu'ils lui reprochaient. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on a entendu chanter Mboso, Oyebela, Mandesili, l'autre encore du Sénat, comment il s'appelle encore? Bahati, Oyebela, Mandesili. Et en plus, quand un jeune intervient là, les étudiants, nous avons tous été étudiants, nous connaissons la psychologie étudiantine. Ils ont commencé à chanter Lélo, Lélo, Ibebaï. Mais voilà, une séance totalement avec bâclée. Le président de la République. Oui, alors qu'on... Et puis le président de la République devait attendre que les jeunes terminent leur chanson. Il était pratiquement gêné. Exactement le même gêne que le ministre Mouyaya avait quand le président est allé à l'enterrement de Kwedi, où les agents de la Voix d'Israël se sont jetés sur le président pour lui présenter tous les mémorandas, alors que c'était plutôt au ministre de présenter les mémorandums ou les mémorandas au président. Donc c'est... En fait, il y a encore un problème de méthodologie de travail. Normal qui affronte... Oui, mais d'accord. Il y a des jeunes, c'est l'ambiance. Mais les résultats, sans objet. Le résultat est sans objet, parce que s'il y avait eu un atelier de la jeunesse, ça aurait été mieux. On aurait des conclusions, des desiderata, ainsi de suite. Mais là, on sort de la salle comme on est arrivé. Monsieur Amba, et puis on va clôturer, puisque nous sommes à la fin de notre petit temps. Cette rencontre entre Félix Tshisekedi et la jeunesse a montré quand même que, au-delà de tout, Félix, c'est un membre de notre société. Et il y a, comment il s'appelle, India Omari, qui fait office de porte-voix de Joseph Kabila actuellement sur Twitter. Il dit
la manière dont ces jeunes gens ont créé le chahut, Joseph Kabila n'aurait pas toléré ça. Il a dit même le président Mobutu n'aurait pas toléré. Mais Félix a laissé faire. Moi je dis c'est un bel exercice de démocratie. Peut-être chaotique, mais c'est de la démocratie. Et la garde présidentielle était là. Personne n'a été matraqué. Ça, je dis, coup de chapeau. Et je voulais ajouter aussi... Les jeunes aussi... Attends, on est dans la... Je vais revenir. Aucun jeune n'a dit Félix Manda, oui, mais là... Voilà. C'était on n'a pas attaqué le président. Ils ont bien joué les jeux, les jeux démocratiques. Mais je voulais ajouter aussi un élément, c'est que... Un tout dernier. Oui, ces jeunes-là, il faut les féliciter parce que... en dehors de la salle du congrès, le perron du palais du peuple, oui. Ils étaient nombreux là-bas, ceux qui n'ont pas pu entrer, et ils ont refusé que l'ambassadeur de France entre. Ils ont dit dans les déclarations, nous sommes en train d'être tués là-bas, vous ne faites rien, vous venez juste assister à un truc qui ne vous concerne pas. Ils ont chassé l'ambassadeur de... Et c'est confirmé que c'était bien lui. Mais oui, c'était bien lui, c'est confirmé. C'est bizarre, aucun média n'en a parlé. Ah, exactement. Ouais. L'ambassadeur, mais il n'y avait pas que lui, hein. Il y avait aussi un autre Blanc-Bec qui voulait entrer, qu'on avait chassé. Blanc-Bec. Après, oui. Pourquoi qu'il ne vous cache que vous? Voilà. Après l'ambassadeur, un autre blanc a été chassé aussi. Et les jeunes étaient convaincus que la séance était à eux et pas à ces étrangers-là qui venaient pour une histoire qui ne les concerne pas. Et ce qui est malheureux, c'est que dans cette histoire de jeunes, la présidence a pris le soin de mettre les applaudisseurs aussi. Hein. Il y avait autant d'applaudisseurs là-bas qui n'avaient rien à voir dans la séance. C'était filtré, contrôlé. Oui, et il y a même des gens qui avaient l'invitation pour entrer qui ne sont pas entrés parce que les applaudisseurs avaient déjà... Voilà. Faut-il le rappeler, la planification vient toujours avant l'exécution. Très souvent, en République démocratique du Congo, on exécute plein de choses, mais on ne prend pas le temps de planifier, de peser le pour et le contre, les avantages et les inconvénients. Peut-être qu'il faudrait en tirer des leçons, parler peut-être à la jeunesse en début de mandat pour voir ce qu'on peut faire pour eux et leur donner les résultats à la fin du mandat. Préparer des adhésions à des organisations internationales en sachant quels sont les avantages qu'on peut en tirer et mesurer si les inconvénients ne dépassent pas les avantages. Mais ceux qui sont dans l'opposition, c'est le moment de réfléchir sur comment on gère un pays, comment on construit un pays et pas commencer à prendre tout un mandat pour chercher à savoir comment est-ce que cela fonctionne. À bon entendeur, salut, pêchez-vous. Yeah.